Bonsoir chers amis, nous sommes ici pour les 5e mercredis du 17 qui se déroule encore une fois à 49 rue des Renaudes et je suis ravi d'accueillir ce soir pour un débat autour des réformes sociétales et de droit familial qui ont marqué l'histoire récente de la France depuis les années 60 et se demander quelles responsabilités elles ont dans l'actuel hiver démographique que nous connaissons. Alors j'ai la joie d'accueillir deux expertes, des vétérantes du droit familial et de la politique du droit social, Clotilde Brunetti-Ponce, qui a passé 40 ans, je ne me trompe pas, 40 ans à travailler sur des sujets autour de la famille, et Dominique Marcinassi, magistrate, mais qui n'a pas été que magistrate, elle a été aussi avant juriste, enfin engagée dans l'administration, puisque j'ai vu que vous aviez été au cabinet de Madame Barzac, donc sous Jacques Chirac, le premier gouvernement de Jacques Chirac, donc ça remonte aux années 85, 88, 90. Donc vous voyez, c'est deux personnalités qui ont une grande expérience dans le domaine. Alors, pour introduire le débat, je voudrais dire quand même deux mots. Depuis 1945 et ce fameux pacte républicain issu de la résistance, nous avons un contrat social qui avait pris en compte le baby-boom et qui arrivait à équilibrer le nombre de retraités et le nombre d'actifs, et qui progressivement nous a amené à une ère de prospérité jusqu'à la première crise pétrolière de 73-75. Et puis tout d'un coup, notre démographie, qui était de 2,8 enfants en 1954, année de ma naissance, on est tombé à 1,8 en 2014, et on est maintenant à 1,6. Donc c'est vous dire la chute que nous connaissons, elle est vertigineuse et elle pose tout un tas de problèmes. Et c'est pour ça qu'il faut en examiner la source. Et aujourd'hui, on va se centrer sur les affaires juridiques et sur les affaires de droit familial. Alors, quelles responsabilités ont eu toutes ces réformes du droit familial depuis, en gros, les années 60 ? Moi, je situe la rupture vraiment, probablement, à la loi Neuwirth, au problème de la contraception, enfin, la question de la contraception à la fin du mandat de Général de Gaulle, et jusqu'à aujourd'hui où vous avez vu les lois de notre président de la République sur le quotient familial à partir de 2013. Donc le constat est là, et c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui de poser à nos deux interlocutrices trois questions fondamentales. Quelle est la responsabilité du droit ? Qu'est-ce qui, dans la rupture anthropologique ou l'évolution anthropologique qu'on connaît depuis les années 60, a eu un impact sur la démographie ? Et enfin, troisièmement, parce qu'on a des échéances à venir, quelles sont les mesures que nous pourrions proposer à court, moyen ou long terme pour faire face à ces conséquences démographiques. Alors, madame, si vous permettez, je commencerai par vous. Et je vous pose d'ailleurs à toutes les deux la même question. Si vous voulez bien y répondre successivement, ce serait très bien. Comment caractériser cette évolution anthropologique depuis 50 ans et quelles en ont été les conséquences en termes de politique familiale et d'accueil de l'enfant ? Merci pour votre invitation. Alors, la question est difficile. La question est à la fois délicate et on ne peut pas être tout à fait précis sur une question aussi large. Quels sont les rapports entre l'évolution du droit et les chiffres actuels en matière de natalité ? Quasiment impossible d'y répondre. Ce que je peux essayer de faire, c'est de vous dire en quoi
les évolutions juridiques ont pu contribuer aux évolutions actuelles, aux résultats actuels. Alors, pour le situer dans un contexte un peu plus large, je vais commencer par le leitmotiv. Ce qui a vraiment changé, mais alors ça n'est pas là une rupture d'ordre anthropologique, mais une rupture d'ordre sociétal. Ce qui a changé, c'est que le droit a perdu sa dimension familiale. Il est parti davantage de l'individu que de la famille. On a commencé à parler des familles plutôt que de la famille, qui est la cellule de base de la société, mais qui n'était plus prise comme telle pour les réformes. La Cour européenne des droits de l'homme a aggravé le processus dans la mesure où elle est partie d'une analyse subjective du sujet, en plaçant plutôt la question sur le terrain du droit à l'enfant plutôt que de l'accueil de l'enfant. Donc, ça c'est le point de vue général, je dirais le contexte. Dans ce contexte général, il y a eu des réformes qui ont impacté l'évolution vers la chute de la natalité. Mais évidemment, c'est compliqué de le mesurer. Il y a eu, tout d'abord, la loi Neuwirth qui a été citée, 1967, la planification de la conception, la loi de 1975 sur l'avortement, la constitutionnalisation récente en 2024, et même avant, on pourrait dire le travail des femmes avec les régimes matrimoniaux en 1965. Donc voilà, je pourrais vous citer, vous expertiser ces lois, mais sous l'angle de la natalité, je n'en viendrai qu'à des évidences. Il me semble plus intéressant de rechercher ce qui a représenté la rupture d'ordre anthropologique à laquelle vous faites allusion, mais que peut-être beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent pas voir, ne veulent plus voir. Ils l'ont oublié, c'était en 2013, oui. Donc il vaut mieux l'oublier. Oui. Donc il y a eu une rupture d'ordre anthropologique, c'est la suppression de la différence des sexes dans le mariage. C'est important, alors, quand même. Oui, et pourquoi une rupture d'ordre anthropologique ? Eh bien, la différence des sexes, et l'avant-projet de 2013 le disait bien, était la condition essentielle du mariage. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui faisait la fonction procréative du mariage. Si le mariage n'a plus en soi, par essence, une fonction procréative, l'enfant disparaît. Donc, dans l'imaginaire, dans le symbolique, dans la norme, la priorité, ça n'est plus l'enfant. Et on a essayé, les juristes ont essayé de le dire à l'époque, mais voilà, c'était pas quelque chose qui était audible, parce qu'il y avait plein de possibilités pour offrir une protection juridique à des couples de même sexe. On en a proposé d'ailleurs plusieurs, les juristes, nous avons proposé de nombreuses solutions. Mais il y avait un parti pris idéologique. C'est-à-dire qu'il fallait s'attaquer à la complémentarité des sexes. Il fallait remettre en cause cette distinction des sexes. Et pourquoi ? Parce que ce modèle pouvait paraître suranné, parce que ce modèle fermait des portes et empêchait de concevoir la fabrication, la phase industrielle, une autre façon de concevoir l'enfantement, mais qui n'est plus alors vraiment un enfantement. Donc, il y a eu cette rupture. Alors, quand on sait qu'il y a eu cette rupture, quand on voit la gravité de cette rupture, on comprend qu'aborder des réformes sociales, économiques, ça ne va pas suffire. Bien sûr, il en faut, il y en a beaucoup, il y a plein de mesures. Je ne vais pas reprendre toutes les mesures de droit social qui existent, en droit du travail, de protection. Il y en a beaucoup, elles changent. En plus, quand ça change, ça manque de lisibilité. Ça ne suffira pas. Le problème est beaucoup plus profond. Mais le droit a-t-il été moteur ou le droit a-t-il accompagné ? Parce que vous parlez d'idéologie.
le droit, comment ce droit a-t-il pris en compte l'idéologie? Comment a-t-il été instrumentalisé peut-être, ou comment Instrumentalisé. Oui. Monsieur Suppiot l'a très bien démontré. Le droit a été instrumentalisé. Parce que la responsabilité ne pèse pas sur le droit, mais sur le législateur. Sur le législateur. Voilà, il faut être clair. Oui, bien sûr. Et vous, madame, sur la même question? Ben moi, je ne vais pas parler d'anthropologie, je vais parler d'argent. Oui. Je veux dire qu'il y a en fait un grand changement sociologique. Jusqu'aux années Giscard à peu près, le modèle dominant pour les femmes, c'était la mère au foyer. Il y avait à l'époque des prestations familiales, en tout cas après la guerre, des prestations familiales qui étaient tout à fait considérables et qui permettaient, lorsqu'on était au foyer, d'avoir une vie convenable du point de vue financier. Pour vous donner une idée, un couple modeste avec 2 enfants avait l'équivalent de 861 € par mois d'allocation familiale. Avec 3 enfants, il avait à peu près 1446 € par mois. Donc c'était entre guillemets confortable. Cela dit, ce qui s'est passé, qui a commencé avant Giscard, mais qui s'est aggravé encore, c'est que les prestations familiales n'ont cessé de baisser. Si bien que sur le plan sociologique, une famille avec 1 ou 2 enfants peut encore avoir une mère qui travaille à plein temps. À partir de 3 enfants, c'est à moins d'être des superwomen, c'est de plus en plus difficile. Et de fait, on observe que les femmes qui ont une famille nombreuse travaillent beaucoup moins professionnellement que les autres. Mais on est en face, là aussi, d'une idéologie qui consiste à dire « mais de toute façon, c'est rendre un très mauvais service aux femmes que de les retirer du marché professionnel ». Et donc, depuis les années Giscard, et ça s'est accéléré encore depuis 2015, on essaye à tout prix d'obtenir que les jeunes mères continuent à exercer une activité professionnelle. Au point d'ailleurs que le congé parental pour le 2e enfant, qui avait permis aux familles d'enclencher le 3e enfant, eh bien, on l'a non pas supprimé, mais on a exigé que les maris en prennent un tiers. Évidemment, les maris ne le prenaient pas, donc les femmes ne sont pas enclenchées un 3e enfant, et ça a correspondu exactement à la baisse de la fécondité. En fait, aujourd'hui, les familles nombreuses, c'est soit des gens assez riches pour s'offrir un 3e enfant ou un 4e, soit très pauvres, et pour eux, ça ne change pas grand-chose. En fait, pour équilibrer la démographie, il faudrait avoir à peu près 20% de naissances d'enfants de rang 3 et 10% de familles avec 4 enfants ou plus. On en est loin actuellement, hein, on est à 4% de familles qui ont 4 enfants ou plus. Alors, c'est vrai que c'est très bien en soi de pousser les femmes vers des responsabilités. C'est un côté féministe que moi j'approuve entièrement. C'était pas normal que les femmes soient complètement exclues de tout. Mais c'est aussi un côté très anti-féministe, parce qu'il faut bien se rendre compte que si les femmes ont été mises sur le marché du travail, c'est pour payer les retraites de qui, à votre avis? Les retraites des hommes, parce qu'elles n'ont pas de retraite. Donc, il y a un intérêt tout à fait machiste à ce que les femmes aient une activité professionnelle. C'est notre faute, alors. C'est généralement votre faute, soyons clairs. Sans compter que le travail professionnel féminin est complètement calqué sur le modèle masculin, c'est-à-dire qu'elles doivent faire des études comme les hommes et avoir des enfants à un moment où il faut qu'elles fassent leur carrière. Donc, elles ne peuvent pas tout faire. Donc, en raison, les femmes ont 1 ou 2 enfants. Au-delà, c'est du sacrifice. En fait, il ne faut pas se brancher uniquement sur l'idée de pour ou contre la mère au foyer, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, ce qui serait un peu moins paternaliste, c'est de demander aux femmes ce qu'elles veulent. Eh bien, quand on regarde, il y a une étude anglaise assez récente, Hakim, qui l'a examinée. C'est très intéressant. On se rend compte qu'à peu près 20% en moyenne des femmes sont entièrement branchées carrière. Et avoir des enfants, ça ne les intéresse pas vraiment. Mais on a aussi, à l'autre bout, environ 20% des femmes qui sont branchées enfants et pour lesquelles, pour elles, l'objectif de leur vie, c'est d'élever des enfants, activité plus que noble s'il en est. Puis au milieu, il y a un magma de 60% de femmes qui sont hésitées entre les uns et les autres. Donc je ne vois pas pourquoi, au nom du fait que les femmes doivent absolument avoir un travail, on empêcherait les 20% de nous faire des 4 enfants, 5 enfants ou plus. C'est absurde. En réalité, la meilleure solution, ce serait quand même de demander aux femmes ce qu'elles ont envie de faire. Et on se rend compte partout qu'il y a un nombre d'enfants à naître insatisfait. La plupart des familles voudraient bien en avoir plus. Donc les familles aimeraient être des familles nombreuses pour celles, les 20% de femmes qui sont à fond enfants. Et puis dans les 60%, si on les aidait, il y en a un certain nombre qui ne seraient pas mécontents d'avoir un petit 3e.
Et ça suffirait pour ajuster notre démographie. Mais, madame, toutes les deux d'ailleurs, vous avez publié un excellent article dans la nouvelle revue politique d'Arnaud Benedetti. Vous avez été interviewé par notre président, Christophe Duval. Et vous, voilà, vous citiez justement cette rupture anthropologique ou sociétale, en tout cas homme-femme, et enfin de la séparation, en tout cas des sexes, ou en tout cas l'indistinctisation des sexes. Enfin, est-ce qu'on est un homme ou est-ce qu'on est une femme? Le fait d'avoir deux parents et non plus une mère et un père. Comment le droit a-t-il encadré ou essayé de pallier les inconvénients de cette évolution sociétale, justement? Est-ce que le droit a-t-il cherché à pallier ou il a cherché à solidifier, consolider, garantir comment l'évolution s'est faite? Alors, le point de départ est très simple. Si on enlève la distinction des sexes dans le mariage, on enlève la procréation. Bon, alors évidemment, ça reste pour les couples de personnes de sexes différents, mais ça sort du modèle légal. Voilà, c'est sorti du modèle légal. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est en cela qu'il y a une rupture anthropologique. Que le droit a essayé de compenser cela, c'est plutôt une évolution qui s'est faite dans le même sens. Il n'y a pas eu d'antagonisme entre le législateur et le droit, enfin, et les professionnels du droit. Ah non, mais évidemment, le droit civil et le droit public. Évidemment, si vous saviez l'avalanche d'articles, de livres, d'interviews de juristes qui ont expliqué ce qui était en train de se passer. Et oui, il y a eu en effet beaucoup d'écrits, beaucoup d'explications, mais cela n'a pas donné grand-chose. Les réformes ont continué à aller dans un sens, dans le même sens en vérité. Vous dites indistinction. Là encore, ce serait un autre sujet. Moi, je me souviens que j'avais organisé un séminaire pendant 2 ans sur la distinction de l'homme et de la femme pour expliquer les débuts de l'idéologie du gender. À l'époque, c'était en 2003. En fait, personne ne s'y attendait. Mais voilà, donc ça serait encore un autre sujet. On pourrait se voir sur un autre sujet. Mais là, il n'est pas quand même central dans la conception qu'on se fait de la famille et de la relation homme-femme. Est-ce que ce sujet que vous évoquez là, le début du genders, n'a pas été un élément clé et comment a-t-il été pris en compte par le droit? Oui, avec la loi de 2013. Avec la loi de 2013. Oui, parce qu'en effet, c'est directement l'idéologie du gender qui fonde la loi de 2013. Puisque pour que l'on puisse considérer qu'il y ait une égalité entre des couples, il faut considérer que le sexe ne compte pas. Parce que vous ne pouvez pas considérer qu'il y ait une égalité dans le mariage au regard de la distinction des sexes entre un couple de même sexe et un couple de sexes différents si le sexe compte. Donc cela voulait dire tout simplement qu'être un homme ou une femme, ça n'avait pas d'importance. Or, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on y reste, si vous voulez bien. Ce qui compte pour faire des enfants, c'est la distinction des sexes. Donc, moi, la réponse à la première question, c'était ça. C'est ce qui est absurde dans l'histoire, c'est qu'on en est venu à dire que on n'a pas besoin de la différence des sexes. Mais si, pour faire des enfants. Et j'ai envie de vous poser cette question. Dans votre expérience de juge des enfants, de magistrate, est-ce que cette évolution, vous la ressentez en rencontrant des couples à qui vous avez affaire dans le cadre de vos fonctions? Les familles que j'avais, c'était des familles essentiellement rurales, de province, et donc ils ne posaient pas beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme. Et le mariage n'avait pas beaucoup de sens pour eux.
plupart des gens ne sont pas mariés aujourd'hui, surtout qu'ils changeaient souvent de conjoint. Donc se marier, c'était quand même un peu compliqué, voire un peu cher. La seule chose qu'on pouvait voir arriver, c'est des gamins qui étaient complètement perdus, se sentant très très mal dans leur peau et qui finissaient par croire que c'était leur affectation à un sexe plutôt qu'à un autre qui était la cause de tout leur malheur. Et sur lequel pouvaient se jeter quelques travailleurs sociaux. Je me suis fâchée tout rouge sur ce sujet-là, parce que quand les gamins vont pas bien, ils cherchent des explications, et c'est pas la question du gender qui est la vraie question pour eux. Alors, une deuxième question qui est quand même, alors là, clairement juridique, c'est, on a parlé beaucoup de l'évolution depuis les années 60, mais est-ce que le droit a été... c'est se contenter d'un constat, on y revient, hein, ou de dire, bah oui, il faut que le législateur évolue, donc que le droit évolue, ou est-ce qu'il a été vraiment le moteur, le garant d'un changement de société? Alors là encore, je veux dire le législateur, parce que le droit, les juristes s'en sont sortis souvent avec les principes. Les principes généraux du droit, les principes essentiels, des règles impératives. On est arrivé quand même à faire des choses pour éviter que l'évolution n'aille pas trop vite dans le mauvais sens, c'est-à-dire en créant des risques, en créant des conflits, en créant des mises en danger. Le législateur, en revanche, a continué, alors à des rythmes différents, et je dirais qu'il y a deux grands courants d'évolution qui viennent résumer ces prises de position. Tout d'abord, il y a eu une précarisation du lien conjugal. Et en second lieu, il y a eu une réification de l'enfant. Alors, si l'on commence par la précarisation du lien conjugal, alors là, il y a de multiples réformes, puisque on peut commencer par observer que le soutien au mariage a décru au point qu'il n'y a plus guère que la pension de réversion, le statut du conjoint survivant qui soit un peu un marqueur dans le mariage. Le fait que la stabilité même du mariage ait été considérée petit à petit comme tout à fait sans intérêt. Par exemple, pour adopter, on a réduit les délais. Le fait surtout en 1999 que le législateur ait créé des statuts juridiques, parce qu'ils sont entrés dans le Code civil, qui n'ont rien à voir avec la famille ni la stabilité. Donc la dimension familiale est hors statut et la stabilité aussi. Le pacte civil de solidarité peut être rompu par volonté unilatérale. Une simple lettre recommandée d'huissier. Pardon, oui. Une signification de la rupture. Le concubinage, qui est basé sur la libre rupture. Donc, la stabilité même sort du modèle familial. Il a fallu évidemment compenser, puisqu'il y avait des enfants qui arrivaient dans un pax ou dans un concubinage, il a fallu compenser cette absence de droit par un droit, ce qu'on a appelé le couple parental, un droit commun de l'autorité parentale, pour que les enfants ne se retrouvent pas totalement sans droit. Mais il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de mariage, la situation des enfants est beaucoup plus délicate, spécialement en cas de séparation. Et alors, ceux qui pratiquent le droit s'en rendent compte et réalisent que si la résidence alternée a eu un gros succès concret, c'est parce qu'il a d'abord été pratiqué chez les concubins et qui décidaient ce qu'ils voulaient, puisqu'il n'y avait pas de juge. Donc voilà, avec ce recul de la dimension familiale, c'est aussi la protection de l'enfant qui recule. Il y a un lien aussi évident, mais qui serait difficile à démontrer, avec le deuxième phénomène, qui est la réification de l'enfant. Alors cette réification de l'enfant,
elle puise ses racines au début des années 60, puisque l'enfant est devenu non plus très clairement le fruit de l'union conjugale, surtout en 2013, il est devenu surtout le produit d'un projet parental. C'est l'expression, projet parental. À partir du moment où on a mis ces notions dans la symbolique, dans le discours normatif, dans Dominique Le Sait, mais tous à l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, on parle beaucoup de parentalité, on parle beaucoup de projets, voilà, c'est entré dans les mœurs de ceux qui s'occupent des familles. Eh bien, petit à petit, ça a fait son chemin et c'est devenu de plus en plus net. Là, il faut arriver à l'expliquer clairement et parfois c'est compliqué parce que c'est très technique. Mais soyons simples, nos auditeurs ne sont pas tous juristes. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la filiation d'un enfant n'est pas établie en rapport avec ses origines, donc lorsqu'on ne recherche pas la filiation véritable de l'enfant, lorsqu'on ne lui donne pas sa filiation véritable, on met l'enfant dans le commerce, on met l'enfant dans l'objet de la volonté des adultes. C'est la raison pour laquelle le doyen Carbonnier a été très réticent à l'adoption telle qu'elle fut légalisée, enfin, telle fut réglementée en 1966, l'adoption filiative, parce qu'il voyait les risques d'introduire la volonté en matière de filiation. Moi, je serais un peu plus nuancée. Je pense que l'adoption filiative de 1966 a fait du bien pour arriver à reconstruire des enfants. Mais il aurait peut-être fallu inventer autre chose. Inventer, comme la kafala, vous voyez, quelque chose de différent de la filiation. Et parce que la volonté des adultes est entrée de plus en plus nettement dans le champ de la filiation, l'enfant est de plus en plus l'objet facilement de trafic. C'est ce qu'on voit dans la gestation pour autrui. C'est-à-dire que vous avez une convention qui va définir, ce sont les commanditaires qui va définir qui vont être les parents de l'enfant. Et ça devient une question d'argent. Donc, si l'on reste basiquement sur le droit français de la filiation, c'est simple. On recherche les véritables parents de l'enfant, le père et la mère. Alors, évidemment, il y a des modes de preuve, il y a des présomptions, il est arrivé que l'enfant ne soit pas vraiment l'enfant du mari de la mère. Mais le système garantissait, le système de preuve, que l'on n'allait pas chercher trop loin, que l'on n'allait pas mettre l'enfant dans le commerce. Donc, on a réifié l'enfant et ça va être compliqué de le protéger parce qu'à partir du moment où la volonté des adultes peut tout faire, en 2024, vous avez un arrêt de la Cour de cassation qui permet à une femme d'acheter un enfant, purement et simplement. Acheter comme ça? Elle a payé la GPA, elle n'a aucun lien biologique avec l'enfant, elle est toute seule, voilà, 2024. Donc, ce qu'il faut, voilà, il y a toutes ces étapes et on en arrive là. Et ça alors j'ai envie de demander à la magistrate que vous êtes, quand même très collée au terrain et opérationnel, quelles conséquences cet enfant qui n'est plus le produit d'une alliance naturelle entre un homme et une femme dans une famille, qui est son cadre naturel d'éducation, à l'enfant projet, j'en veux un parce que c'est moi et je le vaux bien. Est-ce que la magistrate que vous êtes, comment elle le voit au regard du désir d'enfant? C'est-à-dire comment aujourd'hui nos concitoyens, moi je le constate avec les jeunes avec qui je travaille, est-ce que ça a eu un impact sur le désir d'enfant, sur le nombre d'enfants et sur le désir d'en avoir?
pense que c'est quand même très marginal en termes démographiques. Je dirais que ça aura surtout un impact sur les psychiatres et les psychologues, parce que c'est clair que on voit quand les enfants ont des problèmes dans leur filiation, à un moment ou un autre, ils vrillent. C'est ça qu'on peut dire, mais sur le plan de la natalité, c'est vrai qu'on accepte de moins bien qu'autrefois d'être stérile. Parce qu'autrefois, il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, on pense qu'on peut surmonter la chose. Oui, pour autant, on constate une chute démographique. Moi, je le disais tout à l'heure, avant notre réunion, notre vidéo, je constate autour de moi que beaucoup de jeunes ne veulent pas d'enfants ou ils le veulent tardivement. Alors, est-ce que la GPA, enfin tout le statut, l'évolution du statut de l'enfant et de l'embryon aussi d'ailleurs, est-ce que quel impact ça a sur la démographie? Ça ne suffit plus à combler les trous démographiques ou la chute démographique? C'est de toute façon très marginal. Hein. Les enfants qui sont nés par PMA, c'est très c'est marginal. C'est 4%, je pense. Oui, et encore, c'est pas forcément issu de la GPA, et ça peut être les gamètes du père et de la mère. C'est pas vraiment ça. Ce qui est certain quand même, c'est que psychologiquement, les jeunes femmes se disent il faut d'abord que j'assure mon travail, il faut d'abord que j'assure mon couple, et ensuite j'aurai des enfants. C'est pas grave si j'ai 35 ans. Ben si tu as 35 ans, tu auras beaucoup de mal à avoir des enfants, et ils ont un peu tendance à penser que la science va y pourvoir. Ça, c'est certain. C'est surtout pour les catégories, entre guillemets, élevées. Mais ça revient toujours à la même idée, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va permettre aux femmes de profiter de leur horloge biologique pour avoir des enfants, sans pour autant en faire des femmes qui seront complètement hors de la société. Alors, ces phénomènes ont sûrement été encouragés par la biomédecine. Mais la biomédecine ne permet pas de répondre aux problèmes démographiques, ou de façon, comme le soulevait... marginal, ou de façon marginale. En plus, ce sont des parcours qui sont souvent difficiles. Ils sont humainement difficiles pour les femmes qui les subissent, les parcours d'assistance médicale à la procréation. Il y a beaucoup d'échecs et ils sont coûteux. Donc, on pourrait dire qu'il est peut-être, ça n'est pas la réponse à la chute de la natalité. La réponse, ça ne peut être que dans la rencontre charnelle d'un homme et d'une femme. Voilà. Donc, la biomédecine, on ne peut pas l'écarter du raisonnement, mais voilà, c'est quelque chose peut-être un petit peu à part. Alors, la question de l'impact psychologique sur les jeunes générations de la GPA, qui est interdite en France, il faut bien le préciser, oui. Ou des AMP, etc., c'est impossible à mesurer. Nous pouvons peut-être en discuter, mais ça seront des approximations. Ou alors il faudrait faire une enquête d'envergure avec des témoignages sur plusieurs années, des suivis d'enfants. Ce qui peut être observé, c'est qu'il est quand même étonnant que dans toutes ces nouvelles configurations, on n'ait pas instauré un suivi des enfants, parce que tout cela est quand même très lourd à porter pour les enfants, avec des risques induits, et il n'y a aucun suivi d'enfants qui n'est organisé. Mais l'enfant projet, parce que je vais peut-être vous paraître excessif, mais l'enfant projet, cette évolution du projet, je me souviens d'un livre de Brague, je crois, Rémi Brague, sur l'échec du projet moderne. Cet enfant projet, le projet, la civilisation du projet, elle naît au XVIe siècle, Francis Bacon, etc. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, l'individualisme est profondément ancré dans l'idée de projet. Nous voulons un enfant parce que nous le voulons. Nous le voulons parce que je le mérite. Oui. Et l'enfant le mérite aussi. Mais si c'est un projet, il peut s'arrêter. Il peut s'arrêter. Il s'arrêtera avec la mort. Normalement, naturellement, il ne s'arrêterait pas avec la mort si la femme est enceinte. Mais si le sperme est congelé ou si l'embryon est cryoconservé, tout s'arrête.
il va s'arrêter avec un divorce, il va s'arrêter si je change de volonté pendant le parcours d'AMP. C'est quand même, ça pose des questions éthiques lourdes, très lourdes. Il faut bien voir que dans les années 60, 70, 4 enfants sur 10 arrivaient sans la permission de leurs parents. Aujourd'hui, on a 1 enfant sur 10 qui s'invite. Donc on est quand même dans un univers où le projet d'enfant, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on peut l'éviter, et quand on le veut, en général, on peut y arriver. Donc il faut cesser de raisonner comme si les enfants arrivaient tout seuls sans autorisation. Ils arrivent parce que les parents le veulent. Donc il faut encourager les parents à avoir cette volonté. Absolument. Oui, alors ça nous amène à cette question, parce que en vous écoutant, je le vois bien, depuis, vous citiez la loi Neuwirth, jusqu'à aujourd'hui, donc cet individualisme qu'on constate partout, hein, je pense qu'il est évident, il est alimenté, peut-être aggravé par tout un tas de peurs qui sont liées à l'écologie, à la guerre, à l'instabilité économique, à l'instabilité géopolitique, alors tout un tas d'instabilité demain. Et comment aujourd'hui redonner justement par le droit ou oui par la législation, mais je ne sais pas, en tout cas par une réflexion d'ordre juridique et peut-être éthique, comment redonner l'envie d'enfant? Il faut donner les moyens déjà d'avoir des enfants. Alors, oui. Une famille de 3 enfants, elle a un niveau de vie inférieur de 45% à une famille qui n'a pas d'enfants. Bon. Ensuite, la mère, ça rejoint ce que tu disais sur la précarisation de la situation des mères. Autrefois, on restait avec son bonhomme. Aujourd'hui, il y a énormément de changements. Donc, on n'est jamais sûr d'avoir un bonhomme auprès de soi quand on a un enfant. Donc, ça fait hésiter. Et par ailleurs, les séparations sont mal organisées puisque les gens sont souvent en concubinage. Donc, il n'y a pas de prestations compensatoires. Autrefois, il y avait des pensions alimentaires qui assuraient quand même un peu d'argent à la femme divorcée. Aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Il y a une prestation compensatoire, c'est-à-dire un capital, mais qui est très loin de répondre aux besoins des femmes. Très faible, oui. Très faible. Donc, en fait, il y a le droit à organiser une très grande précarité pour la femme qui veut avoir des enfants. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le droit l'explique. Tu vois, c'est trop dangereux d'avoir trop d'enfants. Donc, dépêche-toi d'avoir une activité professionnelle, parce que nous, on a organisé pour que si tu n'as pas d'activité professionnelle, tu sois vraiment très, 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 très précaire. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, les familles sont des homo economicus comme les autres. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un enfant, puisque maintenant on peut choisir le moment d'avoir un enfant, enfin en tout cas l'idée d'en avoir, on réfléchit et on fait des calculs. Or, il faut bien voir que le système social a changé, enfin n'a pas changé en même temps, mais a changé pourtant, c'est-à-dire qu'on a vu arriver une augmentation considérable de l'argent mis à la disposition des retraités. Donc les énormes dépenses sociales aujourd'hui sont autour des retraités. Il faut voir que ça représente, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais on est à 388 milliards d'euros, 338 milliards d'euros juste pour l'assurance vieillesse, et on est à 80 milliards d'euros consacrés à l'assurance maladie des personnes âgées. À côté de ça, les prestations familiales, c'est 33 milliards. Donc, on a une phagocytation, si je puis dire, des ressources financières par les retraites. Et on a aussi, alors ça, c'est pas nouveau, simplement, ça n'a pas été compris et ça s'est mis en place, un système de retraite par répartition qui a été conçu de travers. Alors, c'est très nouveau, hein, en 1945, ça commence à peine à émerger, et on ne s'est jamais rendu compte à quel point on avait fait une bêtise. On donne des droits à la retraite qui sont fonction des cotisations vieillesse que vous avez payées. Quand vous payez une cotisation vieillesse, elles sont immédiatement données aux retraités qui les dépensent immédiatement. C'est d'argent qui a disparu. C'est pas ça, c'est pas les retraités qui vont payer nos retraites. Les cotisations vieillesse, elles n'ont aucun côté productif. Ce qui est productif pour créer des retraites, c'est d'investir de l'argent dans les enfants. Il y a à peu près 500, presque 600 milliards d'euros qui sont investis, je vous expliquerai comment, dans la nouvelle génération qui va payer les retraites. Mais ça ne rapporte aucun droit. Donc notre système de retraite, il est complètement délirant, c'est-à-dire que ceux qui font l'effort d'avoir des enfants n'ont aucun retour sur investissement, je vous montrerai même que c'est plutôt l'inverse, et au contraire, on tient comme productif des cotisations vieillesse qui n'ont aucun sens, qui sont très bien pour payer les retraités, c'est normal, c'est la dette qu'on a vis-à-vis d'eux, mais ce n'est pas ça qui va nous préparer nos retraites.
Et pour vous donner une idée, quand vous prenez une famille qui a eu un enfant, elle va dépenser en tout, en cotisation familiale, en argent pour les enfants et en travail domestique, parce que ça existe, le travail domestique autour des enfants, elle va dépenser à peu près 500 000 euros. En termes de retraite, elle va toucher 1 million d'euros. Rendement de l'opération, 174%, c'est pas mal. L'unique enfant va faire tout ce qu'il pourra pour payer des cotisations, mais lui, il ne va jamais pouvoir cotiser que pour à peu près 600 milliards d'euros. Oui. 600 000 euros pardon, sur son cycle de vie. Une famille de 4 enfants, que j'appelle la famille Lapin, eux, ils vont avoir dépensé, non pas exactement 4 fois plus, mais à peu près 2 fois plus. Ils vont avoir dépensé à peu près 1 million d'euros pour élever leurs 4 enfants et payer les cotisations, etc. Ils vont toucher 773 000 euros sur tout leur cycle de vie, c'est-à-dire 23% de moins. Donc, eux, ils ont investi, ils ont un rendement de 77%. Alors que ceux qui n'ont pas eu d'enfant, ils ont en retraite, qui ont un seul enfant, ils ont un rendement de 174%. Cherchez l'erreur. Donc ce que vous êtes en train de dire, là, c'est quand même une remise en cause profonde du contrat social, entre guillemets, qui nous rassemble depuis 1945. Non, la c'est... retraite par répartition telle qu'elle est conçue, elle était construite dans l'esprit que vous signalez, c'est-à-dire un peu à l'envers. Mais c'est-à-dire que la retraite par répartition, c'est très intelligent, c'est une très bonne chose. Simplement, il faut savoir ce qui est de l'investissement et ce qui est du remboursement. Il y a toujours eu des échanges entre les générations, c'est-à-dire les actifs, à la fois ils entretiennent leurs vieux et ils préparent leur retraite en ayant des enfants. Et cet échange-là se fait comme ça. Il suffirait, on en reparlera tout à l'heure, de mettre les choses à leur place, c'est-à-dire de dire, mais ceux qui préparent les retraites, c'est l'investissement que vous avez dans les enfants. Oui, mais quand même, le système avait été construit, en 1945 sur une base qui consistait à avoir, je crois à l'époque, en 1958, je crois que je me souviens du chiffre, c'était 4 actifs pour un retraité. Quand on est à pour un actif pour 1,5 ou 6 aujourd'hui retraités, quand même, le système là pose problème. Surtout quand la démographie s'effondre. Donc on va quand même vers un espèce de mur qui va se présenter à la famille. Et le lapin, pour reprendre votre expression que je suis, si j'avais 20 ans de moins, je serais effrayé. Parce que si on a beaucoup d'enfants, un certain nombre de gens qui sont dans ce cas-là, dans une économie qui consiste à gérer une pyramide des âges aussi déséquilibrée, comment on fait? Est-ce que le droit, là, le législateur, ne pourrait pas avoir quelques suggestions, pourrait proposer un certain nombre de mesures qui pourraient équilibrer? Vous parliez tout à l'heure de l'horloge biologique. Horloge biologique, ça voudrait dire quand même changer peut-être le statut de la maternité, pour faire un tas d'évolutions dans ce domaine. Oui, là, à l'Assemblée nationale, ils ont sorti un rapport début février 2026, avec de nombreuses propositions. Il y en a plusieurs qui seraient peut-être intéressantes. Moi, je pense que ça risque de ne pas être suffisant, parce que les causes profondes de la chute de la démographie ne sont pas du tout abordées. Alors, revaloriser la maternité, c'est vraiment un vrai programme. Ça n'est pas uniquement aller prévoir, voilà, ils ont prévu là, en 2025 de compléter le congé de parental d'éducation par un congé naissance de 2 mois. Bon, je pense que c'est anecdotique. Alors, pourquoi pas? Peut-être que ça aura un petit peu d'influence, mais j'ai l'impression quand même que ce sont des petites gouttes d'eau par rapport à une société qui mettrait totalement en avant la maternité, la triade père, mère, enfant, la sacralisation de la maternité, l'importance de l'enfant, parce que c'est pas ça qu'on voit aujourd'hui, que ce soit dans les séries ou dans les panneaux publicitaires. Et puis quand on voit des panneaux publicitaires qui parlent de la famille, on voit des parents maltraitants qu'il faut dénoncer. Alors,
Je viens de sortir une recherche de 2 ans sur l'efficacité de la protection de l'enfance en France et à l'échelle européenne. Donc je sais qu'il y a de gros problèmes en protection de l'enfance. Mais ça n'est pas en matraquant sur les bus ou à la télévision les familles de messages très négatifs où on incite des voisins à dénoncer des parents suspectés de violence parce que l'enfant fait la tête, parce que c'est ça un peu les films qu'on voit. Vous voyez, ça va pas améliorer. Ça ne valorise pas la dimension familiale. Donc le droit, il n'a pas seulement une fonction normative, il a aussi une fonction symbolique. Et à travers les messages qui sont diffusés par l'État, il faut que l'on voit des mères heureuses avec un bébé dans les bras, des couples, le père, la mère, l'enfant, peut-être plus âgés, avec les enfants. Vous voyez que je ne dis pas que ce soit comme dans la publicité, c'est parce que dans la publicité, ils font un peu ça, mais il faut donner une image positive et arrêter de précariser le statut des femmes. Parce que les mères célibataires, on sait que ce sont des cas à risque pour l'enfant. Et ça n'est pas une situation confortable pour la mère. Donc responsabiliser l'homme, ça c'est sûr que lorsqu'on a des débats où on dit que l'homme pourrait, la fonction paternelle ne pourrait être refusée par le père qui a conçu l'enfant. Vous voyez, c'est des débats, j'ai participé à une émission là-dessus, c'était un débat il y a quelques années. C'était un débat dans l'air. Mais évidemment, il faut expliquer aux hommes que quand qu'ils mettent la petite graine, il faut après qu'ils assument l'enfant, qu'ils l'assument vraiment. Et voilà, ce sont des messages qui n'existent plus. Psychologique de nos sociétés. Mais par exemple, le droit, je vous prends 2 exemples, pardon s'ils sont un peu clivants, j'entends bien, mais revaloriser la maternité. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le droit a plus fait pour garantir la liberté d'avortement, pour demain garantir l'euthanasie, garantir je ne sais pas quoi, enfin, un certain nombre de garanties ont été données à un certain nombre de droits produits directs de cet enfant projet, enfin de la volonté aujourd'hui du moderne de transformer toute sa vie en projet, en potentiel, et plutôt que de réfléchir à protéger la maternité, c'est ça. Et à protéger tout un tas de structures et puis des statuts sur la maternité qui auraient pu encourager des femmes qui vont avorter à garder leur enfant. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense la juge, la magistrate, mais est-ce qu'on n'a pas quand même aujourd'hui accompagné cette évolution plutôt que et qui a conduit aujourd'hui à l'état où on en sommes, plutôt que de chercher à valoriser la maternité, la famille, etc. La magistrate n'a pas beaucoup d'opinion là-dessus. Ah bon ? Non, mais par contre, la citoyenne en a. Ça ne sert à rien de se chanter des romances. Si on attend que les gens aient envie d'avoir des enfants en se disant bah, on va présenter des jolies mères, on va leur dire que c'est formidable d'avoir des enfants, bon, c'est très bien, mais en réalité, c'est une super structure idéologique, sans vouloir être trop marxiste. Dans une société où il est clair qu'avoir des enfants consiste à se faire précariser et exploiter, pourquoi voulez-vous que les gens en aient ? Oui, non, mais il faut que le droit suive, en effet. Oui. Ensuite, et la garantie, si le droit suit, ça viendra. Ça doit être effectivement l'encadrement des familles. Oui. Pas l'encadrement, pardon, j'aime pas beaucoup ce mot, mais le soutien, un vrai soutien. Oui. Et un soutien à la maternité, un vrai soutien à la maternité. Mais est-ce que l'État en a les moyens ? C'est ça aussi. Vous m'avez dit en préparant cette interview, vous m'avez dit aujourd'hui, il ne faut pas comme vous aimez bien ces expressions, il ne faut pas se faire de nœud au cerveau, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.
C'est clair, et depuis 40 ans, la branche famille de la sécurité sociale n'a servi qu'à une chose, ça va être la vache à lait de la branche vieillesse et de la branche maladie. Et il n'y aura pas d'argent. On a cherché par tous les moyens de redéployer les trucs dans tous les sens. À part le fait que c'est du radinage mesquin sur tout un tas de choses, il n'y a plus d'argent. Bon, donc arrêtons de croire qu'on va relancer une grande politique familiale en mettant de l'argent. Personne ne l'a fait, personne n'y arrivera. Point. Donc la question, c'est qu'il faut faire autre chose. Moi, je pense qu'il y a une seule solution, qui est assez disruptive, mais qui en réalité ne coûte rien, c'est de remettre le système de retraite par répartition sur ses pieds. C'est-à-dire pour voir à peu près comment ça se passe. En gros, il y a à peu près 570 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année pour l'éducation des enfants de la nouvelle génération. Là-dessus, vous en avez 40% à peu près qui est payé par les finances publiques. Alors, c'est l'éducation nationale, c'est l'assurance maladie gratuite des enfants, c'est les prestations familiales, l'assurance maternité. Tout ça, ça fait à peu près 40% de la dépense. 60% de la dépense, elle est assumée par les familles. À la fois in concreto, avec le beefsteak que les gens achètent pour leurs enfants, et in huile du coup d'eau, c'est-à-dire que c'est aussi le travail domestique et parental des mères essentiellement. Ça fait 60%. Eh bien, cet argent-là et ce temps-là doivent être comptabilisés pour ouvrir les droits à la retraite. C'est-à-dire que ça ne va rien changer sur le plan financier. C'est-à-dire qu'on va continuer à payer ces cotisations vieillesse qui seront dépensées par les retraités, tout ça c'est normal. Et on va continuer à dépenser pour ses enfants et pour les enfants des autres au travers des impôts qu'on paye. Sauf que cet argent qu'on va dépenser, eh bien, il suffit d'asseoir les droits à la retraite dessus. Plus vous avez d'enfants, plus vous aurez des droits à ce titre-là. Si vous ne voulez pas avoir d'enfants, parce qu'après tout, les gens sont parfaitement libres de faire ce qu'ils veulent, si vous ne voulez pas avoir d'enfants, eh bien d'abord, si vous voulez, vous pourrez acheter des droits, et puis vous pouvez aussi épargner, parce que la famille nombreuse, elle ne va pas beaucoup épargner. Donc les gens sont simplement mis en face de leurs responsabilités, et la société l'est aussi. Vous voulez faire des enfants, très bien, on vous encourage parce que c'est l'avantage, et on va vous payer à due proportion. Alors oui, c'est une énorme réforme en termes psychologiques, parce qu'aujourd'hui, les gens sont persuadés qu'ils ont droit à une retraite parce qu'ils ont payé des cotisations vieillesse. Ce n'est pas vrai. Est-ce que pour vous, la retraite par capitalisation ou un régime mixte, capitalisation-répartition, faciliterait... Il y a déjà de la capitalisation. On n'a pas besoin de faire des retraites par capitalisation. Non, c'est pas ça. C'est que vous et moi, on épargne. Et cet argent-là nous servira pour notre retraite. Par exemple, la plupart des retraités sont propriétaires de leur maison. C'est pas autre chose que de la retraite par capitalisation. La retraite par répartition, c'est vachement bien. Il faut voir que dans la richesse nationale, les 2/3 de la richesse nationale, c'est l'être humain. C'est le capital humain. 1/3 seulement, c'est le capital physique. La retraite par répartition, ça investit sur le capital humain. C'est très bien. Il faut en profiter. Simplement, il ne faut pas le faire à l'envers. Et alors, moi, je trouve que c'est assez intéressant, cette piste que vous avez sur fiscale, essentiellement. Hein, il faut les creuser. Mais moi, je me retourne vers le législateur et la professionnelle du droit. Aujourd'hui, actuellement, je suis amené à aller souvent en Europe de l'Est. J'ai vu l'autre jour des Polonais qui réfléchissent sur un droit à la garde, c'est-à-dire qu'ils veulent imposer, nous on a mis l'avortement dans la Constitution, eux ils veulent mettre l'obligation pour l'État de mettre des garderies, j'ai bien compris, le droit à la garde c'est ça, des garderies partout, y compris dans les universités et surtout dans les universités. Ils veulent qu'une jeune étudiante de 22 ans qui veut se marier puisse avoir, quand elle va suivre ses cours, une garderie dans l'université et qu'il y ait, comme vous le disiez tout à l'heure, une espèce de resynchronisation de l'horloge biologique et de l'horloge sociale, en quelque sorte. Est-ce que le droit, la chercheure que vous êtes, travaille à des solutions de ce type ou à la recherche de solutions de ce type? Alors, ça n'est pas exactement ma spécialité d'y travailler. J'entends bien. Mais cette idée est d'autant plus intéressante que nous avons déjà à l'alinéa 11 du préambule de notre Constitution, à travers le préambule de la Constitution de 1946, qui protège donc la mère et l'enfant. Et cela aurait beaucoup plus de sens d'introduire dans la Constitution
un droit à la protection de la mère. Alors, le droit de garde, ça n'irait pas en droit français, voilà, oui. À la protection de la mère et l'enfant et faciliter la prise en charge. Oui, pourquoi pas, ça irait très bien. Introduire aussi dans la Constitution l'article 16 du Code civil, parce que je pense que là, c'est une urgence. Je pense que la symbolique, ça compte aussi, et ça aurait un poids juridique. L'article 16 du Code civil, c'est-à-dire la protection de la personne, de la dignité de la personne humaine dès le commencement de sa vie. C'est ce qui permettrait d'équilibrer la constitutionnalisation de l'avortement en 2024, qui a donc érigé l'avortement en France en droit, ce qui n'était pas le cas avant, hein, c'était une exception au principe du respect de la vie dès son commencement. La loi Veil avait veillé à cet équilibre entre le principe du respect de la vie et la possibilité d'interrompre une grossesse. Donc, je pense qu'il faudrait d'urgence rétablir cet équilibre. Alors, ça pourrait avoir des conséquences juridiques directes, mais ça aurait aussi une force symbolique extrêmement positive pour l'enfantement. Mettre des crèches dans les universités, c'est ce qu'on a fait à Reims, par exemple. Donc, ça a un effet. Voilà. Ah bah oui, alors, notamment pour le personnel administratif. Mais voilà, formidable. C'est vrai mais que pour les étudiants, non. Ça a très bien fonctionné. J'ai eu 2 étudiantes enceintes, mais à chaque fois, j'ai fait bien attention à faire en sorte qu'elles puissent continuer à bien vivre leur grossesse. Ouais. Voilà. Donc, parce que c'est important. Il y a la garde de l'enfant, il y a le désir d'enfant, mais l'accueil et la façon dont l'enfant est traité, y compris par la mère, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai fait beaucoup d'assistance éducative et je peux vous dire que la psychologie de l'enfance, le rapport à la mère, le rapport au père, chaque cas est différent. Enfin, c'est pas comme ça, et c'est pour ça qu'il est si difficile d'en parler dans une émission, c'est que ça se construit auprès de l'enfant. Donc c'est pareil, l'éducation, le lien à la mère, même dès la naissance, c'est pas si facile, c'est un vrai sujet aussi. C'est le rapport Cyrulnik là, sur les 1001 premier jour est excellent. Et ça, c'est un autre des aspects. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'accompagne pas suffisamment la maternité, je ne parle pas médicalement, hein, c'est très suivi médicalement, mais qu'on n'accompagne pas suffisamment la maternité, il y a des risques. Voilà. Et puis, bon, il y a des... Et alors que le droit... Mais il faut quand même voir que 40% des dépenses de la branche famille sont orientées vers les très jeunes enfants, vers la garde des enfants. Si ça suffisait, il y aurait beaucoup plus d'enfants. Ce n'est pas la question. Oui, non, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'argent qui est mis là... Aujourd'hui, vous n'avez aucune difficulté, enfin, pas énormément de difficultés à trouver des assistantes maternelles, des crèches, etc. À Paris, hein, mais pas partout. Hein. En province, vous avez plein d'assistantes maternelles. C'est pas très compliqué. C'est pas parfait, mais c'est pas très compliqué. Il y a plein de villages où c'est compliqué. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que celles qui ont du mal, c'est pas celles qui n'ont pas de mode de garde, c'est plutôt celles qui voudraient rester à la maison. Et là-dessus, il n'y a pas d'argent. Je peux témoigner, pour m'occuper des banlieues, que sur une école, moi je m'occupais d'une école, il y avait, je crois, une centaine de familles, à peu près 30, je crois qu'on a calculé 35%, je crois, des familles nombreuses, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 3 enfants, avec des mamans qui avaient besoin d'être soutenues. Oui. Et moi, quand je voyais comment les pères agissaient, pas toujours honnêtement, et pas toujours élégamment et sérieusement, je me disais, est-ce que le droit peut proposer quelque chose en termes de statut des mères, de protection de la maternité, y compris contre les hommes, ou en tout cas ou avec eux, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible, ça ?
Oh, ça serait possible. Il ne faut pas non plus trop encadrer, il faut de la souplesse. Oui. Et il ne faut pas dresser la mère contre le père. Et il faut au contraire arriver C'est ce qu'on fait là en ce moment, tout le temps. faire... oui, justement, c'est ce que fait notre société. Il faut arriver à faire fonctionner la triade père, mère, enfant. Oui. Parce que c'est la meilleure garantie pour l'enfant. Mais, encore une fois, aujourd'hui, ça n'est pas si simple. Et là encore, je voyais avec un jeune couple, ils ne savent plus comment tenir leurs enfants. Bon, donc là, je suis navrée, ce n'est pas une remarque juridique et je n'aime pas m'éloigner du juridique. Mais Vous essentialisez, n'est-ce pas, il y a votre beaucoup de rôle jeunes. juridique. Vous êtes aussi une mère de famille, une femme. Ça nous intéresse aussi. Oui, mais c'est compliqué de ne pas tomber très très vite dans l'approximation. Et moi, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes couples aujourd'hui qui ont du mal à éduquer leurs enfants, avec leurs enfants, ne serait-ce qu'à les tenir à table, à les tenir, à les faire obéir. Moi, je me souviens, à mon époque, avec mes plus jeunes enfants, un regard, une parole, et ils obéissaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je vois ces jeunes, voilà, il y a un travail à faire. Alors, il y a des chantiers. Je me souvien qu'à une époque, il y avait eu des chantiers éducation qui avaient très très bien marché, mais c'était associatif. Voilà, c'est... Les élus qu'on a interviewés il y a quelque temps, et moi j'en vois toujours, qui proposent des solutions d'école des parents. On en est à dire, dans l'association GT Espérance Banlieue, on a créé l'école augmentée, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, je suis en train de voir ça à Marseille d'ailleurs, de créer à côté de l'école, pour les familles, une espèce de formation à la parentalité. La mère, le père, enfin le père c'est plus difficile, mais la mère en tout cas. Pourquoi pas ? Formation au maternage et au paternage. Oui. C'est mieux que parentalité qui est neutre. Peut-être, ouais. Parce que, voilà, dans l'aide que j'ai pu apporter, là c'est une expérience, hein, ça n'est pas du droit, une expérience à des jeunes mères. Une mère peut être en difficulté par rapport à l'enfant, simplement parce que le père va l'avoir trop souvent dans les bras et va vouloir jouer le rôle d'une deuxième mère. Et de la même façon, le père, il peut se sentir, lui, mal intégré dans la triade. Donc tout ça, c'est du cas par cas, c'est très subtil. Et ceux qui éduqueraient des adultes, ça serait une mission sacrément compliquée. Alors, ce qui est sûr, c'est que, contrairement à ce qu'on imagine, aujourd'hui, les services d'aide sociale à l'enfance essayent de faire comprendre aux parents qu'il faut poser un cadre. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sans cadre. Donc, une grosse activité des éducateurs, c'est d'expliquer aux mères qu'elles ont le droit de dire non, qu'il faut respecter un certain nombre de règles. Bien, écoutez, c'était très intéressant et on a ébauché quelques pistes, Sophie Spage. Je voudrais donner maintenant la parole à la salle et surtout à nos auditeurs. C'est à vous. Allez-y, interrogez nos deux expertes. Bonjour, merci pour ces exposés. Est-ce que vous avez des exemples de politiques démographiques à l'étranger qui fonctionnent, qui pourraient être des exemples, qui pourraient être des inspirations? Orban, j'ai assisté à une conférence très intéressante de l'ambassadeur de Hongrie en France, c'est-à-dire... Le droit à la garde, c'est en Hongrie et en Pologne. Voilà, donc par exemple, on alloue des prêts à des jeunes mariés en leur disant, voilà, on vous prête ça, au premier enfant, vous aurez moins à rembourser, au deuxième encore moins, au troisième, vous n'aurez plus rien à rembourser. Ben, ça encourage la natalité. Oui, mais ils ont un indice synthétique de fécondité misérable chez eux. Non, ben oui, ben c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils essayent de remonter. Je ne dis pas que ça va réussir, et c'est mieux que rien, parce que chez nous, par exemple, vous n'avez pas parlé du délit d'entrave, mais enfin, moi, tous les témoignages que j'ai de femmes qui n'auraient peut-être pas avorté, si on n'avait pas interdit à tout le monde de leur donner un autre son de cloche. Et si on n'avait pas pourchassé les associations qui viennent en aide aux femmes qui aimeraient garder leurs enfants. Moi qui ai été avocat pendant 45 ans, je peux vous dire que
et qui fait beaucoup de droit de la famille, enfin, si on peut encore appeler ça du droit de la famille, parce que je considère moi que le droit de la famille est mort dans ce pays, et on a sans arrêt stigmatisé les mères. Et au nom de l'individualisme est absolument prime tout. Voilà, le droit à l'enfant, le droit au divorce, le droit, voilà. Mais en fait, l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de la famille, tout le monde s'en fout. Voilà. La protection de la mère. La protection de la mère. Alors, oui. pour répondre à monsieur, dans le rapport qui a été remis à l'Assemblée nationale, il y a des études de droit comparé. Ne les ayant pas épluchées, je ne peux pas vous répondre précisément, mais ce que j'ai pu observer il y a une vingtaine d'années, c'est qu'un vrai congé parental offert à la mère, à celle qui accouche, est un plus. Et ça, le congé parental d'éducation actuel à 450 € par mois, pour 2 ans seulement. Voilà, ça n'est pas suffisant. Mais alors voilà, après, il faut trouver une solution. Pour faire participer l'employeur, c'est compliqué. C'est l'option qui a été choisie pour le congé de naissance là, qui vient de naître en 2025, mais c'est pour 2 mois. Donc, voilà, il y a sans doute... je sais que ce congé de naissance, donc cette réforme de 2025, a été calqué sur le droit allemand, qui a été considéré comme un modèle. Enfin, on ne peut pas dire que le taux de fécondité en Allemagne soit excellent. Donc, ce qu'on sait, c'est que la fécondité est sensible à l'impact économique. Chaque fois qu'il y a un effort, un vrai effort, hein, pas des trucs bidons, il y a une remontée de la fécondité. Mais encore une fois, où est-ce qu'on va trouver l'argent qu'il faudrait ? Il faudrait facilement mettre 60 à 70 milliards d'euros dans une politique familiale pour que ça ait l'air de quelque chose. On en est très loin. On pourrait faire des économies, il y a quand même un gaspillage colossal et un argent qui est dépensé à tort. Pour le moment, le projet des Républicains consiste à dire on va redéployer les avantages du quotient familial pour faire une allocation unique pour tous les enfants, comme si le quotient familial était un avantage. Personne n'a réfléchi à ce que c'était que le quotient familial. Donc, il n'y a pas d'argent, c'est tout. Et donc, je crois honnêtement, moi, ça fait 40 ans que je suis la politique familiale, c'est pas la peine de rêver. C'est pas là qu'on va trouver une solution, même si ça pourrait être efficace. Stanislas ? Oui, j'ai une question. Je ne suis pas juriste, mais j'aime bien parler de droit positif. Et je ne sais pas si l'expression est bonne, mais l'idée que j'ai de droit positif, du moins qui n'est pas positif, c'est quand il y a des contradictions dans le droit. Est-ce que vous voyez dans le droit de la famille des exemples où on est en pleine contradiction et comment est-ce qu'on pourrait lever ces contradictions pour faire bouger les choses ? Oui, alors en effet, c'est effectivement, ça faisait partie des propositions que j'avais listées pour aujourd'hui, mais on a plutôt dévié sur les questions économiques et sociales, ce qui sont passionnantes aussi. Il y a, c'est depuis les années 2010-2012, des contradictions fortes qui ont fait que des principes du droit, des principes d'ordre public ne peuvent plus être totalement considérés d'ordre public. Quand vous mettez en droit de la filiation la possibilité pour une deuxième femme de devenir mère, c'est en contradiction directe avec les règles du droit de la filiation qui désignent la mère, celle qui accouche. Mais en l'état actuel du droit positif, la contradiction existe. Alors, personnellement, j'ai fait des propositions pour permettre d'éviter cela et de ne pas placer, parce que s'il y a eu tant de dégâts, c'est parce que l'on a placé les réformes qui ont été demandées, à tort ou à raison, mais enfin qui ont été demandées et obtenues dans le droit général, donc dans le droit commun, parce que ça a fait tout exploser avec des contradictions et des effets en chaîne, de le situer à part. Par exemple, pour le cas de la deuxième mère, entre guillemets, il suffirait de créer un statut
pas d'adoption, mais on pourrait dire adoption tutélaire. Parce qu'il est tout à fait possible d'avoir une adoption filiative, une adoption simple, une adoption tutélaire, vous voyez. Quand je parlais de la kafala dans certains pays, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on ne remplace pas les parents. J'ai pu voir que dans certains cas, l'adoption filiative a des effets formidables pour aider un enfant à intégrer totalement sa filiation à l'égard de ses pères et mères adoptifs. Mais lorsque les personnes sont de même sexe, l'enfant ne peut pas se représenter comme issu du couple. Donc, il faut que ça soit différent. Alors, parce que ce sont des personnes qui disent qui demandent quelque chose de différent, mais qui n'acceptent pas la différence. Et ça fait éclater le droit commun et ça ne permet pas de gérer correctement la différence. Vous voyez ? Donc, cette idée d'adoption titulaire, et alors pour le mariage, j'avais proposé 2 mariages à l'époque. J'avais fait un travail qui avait été repris par M. Sarkozy. J'en avais été très très heureuse, mais ça n'a pas été bien compris, parce qu'il aurait fallu peut-être mieux l'expliquer. Mais pour sauver le mariage homme-femme et la différence de sexe dans le mariage, vous pouvez avoir le mariage à l'article 144 avec la différence de sexe, et plus loin, avec par exemple dans les articles 515, etc., vous pouvez avoir une petite disposition qui dit la protection du mariage est appliquée dans les rapports patrimoniaux aux personnes de même sexe, mais pas la filiation. C'était simple comme bonjour de faire ça. Et on est plusieurs juristes à l'avoir proposé, et ça ne faisait pas tout éclater. Voilà. Mais bon, c'est un exemple. Dans les contradictions, je ne voudrais pas avoir l'air monoproduit, mais dans les contradictions, le fait que les cotisations vieillesse donnent droit à la retraite, c'est une contradiction complète avec la réalité. Ça n'a aucun sens. Voilà une belle contradiction. Le quotient familial, le plafonnement du quotient familial, c'est également une énorme contradiction. Le principe du quotient familial, c'est niveau de vie égal, taux d'imposition égal. Avec le plafonnement, alors ça concerne les ménages aisés uniquement, mais avec le plafonnement, vous avez des riches sans enfants qui sont taxés moins fort que des riches, même niveau de richesse, avec enfants. Alors, je me permets une petite question. Je pense que face à toutes ces bonnes recommandations de différentes commissions parlementaires, je suppose, ou enfin, les donner des conseils qui sont voilà, de bon sens, d'après vous, pourquoi est-ce que ces conseils n'ont pas été entendus? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que ça représentait beaucoup de fatigue d'expliquer tout ça à de nombreuses reprises, et écrire tous ces articles. Et je vous dis, il y avait des avalanches d'articles. Je pense que j'ai fini par me dire que justement, ce qui était voulu par les lobbies qui étaient derrière tout ça, c'était d'obtenir l'enfant, de le réifier, le mettre dans le commerce. Ce qu'on voit aujourd'hui, le résultat dont je vous ai parlé tout à l'heure, que l'enfant, il est d'abord dans l'objet d'un projet parental, et puis petit à petit, il devient complètement dans l'objet de la volonté des adultes. Ce sont les adultes, c'est pas l'enfant qui arrive qui est le fruit de la rencontre d'un homme et d'une femme. Ce sont des adultes qui vont dire, voilà, je voudrais un enfant. Et je voudrais un enfant, alors quand ils ne peuvent pas l'avoir ensemble, ils le commandent. Et c'est comme ça que la GPA s'est développée un peu partout dans le monde. Tu veux celui-là ? Mais il y a quand même des parlementaires il y en a quelques-uns. C'est valable en France, vous l'avez vécu, mais on voit bien que dans tout l'Occident, au moins dans tout l'Occident, il y a la même problématique. Donc c'est pas franco-français ce phénomène. D'après vous, là, c'est plus tant aux juristes que je m'adresse, c'est en tant que femme et que, voilà, citoyenne. Comment vous analysez ça au niveau sociétal? Tout l'Occident devient comme ça. En fait, je pense que il ne faut peut-être pas utiliser le terme mafia, mais c'est un trafic.
c'est un trafic d'enfants à l'échelle internationale. Alors, j'ai fait un rapport en 2017 pour la mission Droit et Justice du ministère de la Justice. Ça m'avait été commandé et financé par le ministère de la Justice, une recherche de 2 ans, où on conclut à l'existence de ces filières. On les a repérées, on les a analysées. On a fait ça à 25, parce que ce genre de recherche sur le monde, il faut quand même être un certain nombre. Le rapport a été publié par le ministère et sur le site de la mission Droit et Justice. Et ensuite, j'ai obtenu une publication chez LexisNexis. On a expliqué très très bien comment tout ça se fait. C'est de l'argent, et au détriment total des femmes utilisées, au détriment évidemment des enfants qui se retrouvent dans des trafics internationaux, et pas seulement en Occident. Mais c'est vrai que ce phénomène, la dénatalité, on le constate partout. J'étais dernièrement en Asie, la Corée sont à moins d'un enfant par femme, l'Indonésie reste encore autour de 2, mais le Japon est en train de s'effondrer, la Chine, j'en parle même pas, l'Europe de l'Est, l'Ukraine est à 0,9, pardon, ou 1, la Russie à 0,9, et puis je vois bien, j'étais l'autre jour en Pologne, il y avait des Polonais et des Hongrois, ils sont catastrophés, ils ont bien conscience que ce n'est pas simplement une question financière, une question économique, c'est bien vraiment un problème de conception de l'homme. Et c'est bien pour ça que j'ai tellement insisté tout à l'heure sur la rencontre charnelle de l'homme et de la femme, parce que je pense que c'est le cœur du problème. Parce que vous voyez qu'il y a des personnes, ils vont payer 50 000 € un enfant qui va être conçu par mère porteuse, tout simplement parce que tout à coup, ils ont envie d'un enfant. Et j'aime pas beaucoup cette idée d'envie d'enfant. Tout le rapport remis à l'Assemblée nationale, il tourne autour de cette envie d'enfant. Comment remettre l'envie d'enfant? Mais non, voilà, c'est terrible de se dire ça. Il faudrait que ça soit intellectualisé, que ça soit... Non, voilà, le cœur, voilà, c'est cette rencontre de l'homme et de la femme qui se fait plus... toujours comme avant, pardon, monsieur. Oui, une dernière question. Une dernière question. C'est à moi que vous avez quelque chose à rajouter. Merci beaucoup. Question de citoyen et pas d'un expert. Sur l'éducation. Donc, Patrick Martin, qui est le patron du MADEF, nous a exprimé sa préoccupation sur les jeunes adultes qui arrivent sur le marché du travail et ce problème clé de l'éducation des jeunes, qui passe par tout ce qu'on vient de dire, par jeunes enfants, collège, lycée, jusqu'à l'apprentissage. Et je voulais avoir votre point de vue parce que pour lui, si on a un défaut éducatif, on va se planter, on n'aura pas d'employabilité, on n'aura pas de performance, on va se retrouver à la traîne, on a déjà 20% ou 25% des jeunes qui ne peuvent pas vivre. Donc je voulais avoir votre point de vue sur cet aspect-là, qui peut inclure, qui peut s'élargir au couple. Vous avez parlé de l'éducation des parents. Il y a l'école des chiens aujourd'hui, mais on pourrait peut-être inventer l'école des parents, ce serait pas mal. Et cette idée du couple durable, je ne sais pas si le terme est correct, mais cette idée d'aller plus loin. Je ne parle même pas du niveau spirituel, je parle simplement du côté humain, de ce que la société peut faire, que nous pouvons faire collectivement pour renforcer cet aspect-là, tous azimuts, si je puis dire. Pardon pour ma longue question. Non, mais c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Bah oui, couple durable, ça répond à ce que je disais tout à l'heure sur le problème de la précarisation des couples. C'est sûr que ça n'aide pas à l'accueil d'enfants. C'est le rêve de tout le monde d'avoir un couple durable. Simplement, autrefois, on ne se mariait pas forcément pour être heureux. On se mariait parce qu'il fallait se marier et qu'ensuite on fondait une famille. Aujourd'hui, on est dans un autre univers. Donc vous ne pouvez pas... je crois qu'on ne peut pas fonctionner sur l'idée d'envie d'enfant comme étant l'unique moteur. Il faut avoir un intérêt à avoir des enfants. Et pour en revenir au non-dit, moi je le trouve absolument sidérant, et encore aujourd'hui, et encore ici, le fait que la question du fonctionnement du système de retraite, je suis désolée, mais
moi je parle de milliards d'euros, hein, elle est complètement occultée. C'est un non-sujet. Personne n'en parle. Moi j'ai publié des études là-dessus aussi, je les ai diffusées à tout le monde. J'ai même été à Matignon pour expliquer ça. Silence. On ne répond même pas, on ne contredit pas, on n'évoque pas. C'est là que se situe le vrai tabou. Parce que si on n'a pas intérêt à avoir des enfants, on ne les aura pas. Aujourd'hui, les enfants, ils ne viennent pas tout seuls. Pour avoir des enfants, il faut que ce soit un calcul économique. Alors bien sûr, il y a le calcul affreux de la GPA, mais il y a aussi, moi aujourd'hui, je vis, j'essaie d'acheter mon appartement, ma maison, une voiture. Je ne vais pas avoir un troisième enfant si je ne peux pas. Et a fortiori un quatrième. C'est tout bête. Moi, je peux témoigner un tout petit peu, très modestement, de mes 10 ans d'expérience et de ce que je continue à faire à Marseille, changer de banlieue parisienne vers Marseille. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est vraiment des problématiques assez différentes. Mais l'idée que je me suis fait, si vous voulez, du lien entre famille, éducation et école, pour dire les choses simplement, c'est que tant que nous n'aurons pas un statut de la famille qui oblige les parents, la famille et l'école à travailler ensemble conjointement, à remettre en place des structures d'éducation, de coéducation qui permettent de mettre en place un pacte familial entre l'enseignant et la famille. Nous le faisions parce que nous avons limité nos classes à 18. Dans nos écoles, on a entre 15 et 18 enfants, quel que soit le niveau. Donc on a un lien presque, parfois, il faut veiller à ce qu'il ne soit pas trop fort, mais un lien très fort entre la famille et l'éducateur, sur des principes très forts qu'on applique aux enfants. Le professeur a toujours raison. Et quand il a tort, ce n'est pas le problème des familles, c'est le problème du directeur de l'école. Donc on a rétabli l'autorité du directeur de l'école. Mais on essaye de créer un lien entre la famille et l'éducateur. Et ça là je reviens un peu, on essaie de passerelle avec le droit, est-ce qu'il n'y aurait pas, et il me semble que c'est en cours de réflexion d'ailleurs en Pologne, encore une fois, parce que j'ai été dernièrement, est-ce qu'un statut de la famille, puisque aujourd'hui on parle de tout un statut, tout le monde a un statut, mais la famille, il n'y en a pas vraiment. Et en Pologne, ils réfléchissent à quel devrait être le devoir de l'État envers les familles. Et donc le traduire en termes de statut. Voilà, moi je peux témoigner de ça. C'est vrai que dans nos banlieues, des grands collèges à 500 élèves, où vous avez les 3/4 des familles qui sont recomposées, qui sont en très grande difficulté, précarité sociale, précarité matrimoniale, parce qu'on a des mamans qui sont perdues, qui parlent à peine français, etc. C'est une vraie catastrophe. Et j'imagine, j'habitais dans des quartiers plus bourgeois, où je voyais à la sortie des écoles combien le problème de l'éducation se posait, puisqu'aujourd'hui un enfant passe plus de temps, même dans les milieux bourgeois, avec une nounou qu'avec son père et sa mère. Donc je pense que refonder un vrai pacte entre l'éducateur, le père, la mère, ça aurait un impact. Et nous, notre objectif, c'est vraiment puisqu'on va jusqu'en 3e, c'est véritablement d'avoir un enfant qui est capable de lire, écrire, qui a développé la personne, c'est-à-dire l'esprit, le corps, et alors je ne vais pas dire l'âme, mais en tout cas le cœur, en tout cas tout ce qui relève du cœur, de l'affectivité dans sa personnalité. On fait un effort pour que cet enfant-là arrive en seconde avec une véritable personnalité, et on a plus pris cette période qui va du CP à la seconde comme une période où on forge une personnalité, qu'on forge une élite scolaire. Au fond, on s'intéressait au moins autant à ce que l'enfant maîtrise l'écriture, la lecture, le calcul, etc., et qui aussi maîtrise ses émotions, commence à faire preuve de discernement et une véritable personnalité. Et on ne peut pas le faire dans le modèle scolaire public aujourd'hui, et je ne suis pas sûr que ça soit encore possible. Je vois mon ami Guillaume Prévost qui se bat dans le problème privé sous contrat, avec des très 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 grosses effectifs. Voilà. Oui, voilà. Donc c'était juste pour terminer, c'est un peu
une parenthèse. En tout cas, je vous remercie toutes les deux. C'était passionnant. Je retiens quand même tout un tas d'idées qu'il faudra creuser. Je reviendrai vers vous, parce que dans notre livre blanc, je voudrais qu'on les formule par écrit. Ça sera extrêmement intéressant. Je vous remercie infiniment. Et rendez-vous le prochain mercredi du 17, pardon. C'est le 8 avril. Et voilà. Et ça sera dédié. Henri, toi qui sais tout. Il ne sait pas. On n'a pas le nom. C'est pas Stanislas sur l'écologie? Bon, très bien. En tout cas, prochain rendez-vous en avril. Et merci infiniment.